C'est l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de poursuivre notre échange avec Najat Vallaud-Belkacem. Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. Alors, la semaine passée, nous avons essayé d'en apprendre davantage sur votre itinéraire personnel qui a de toute évidence marqué vos conceptions du politique. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on échange ensemble à propos de quelques crises qui nous traversent. Alors, bien sûr, pour les réfléchir, mais aussi peut-être pour, allez, espérons, en imaginer les dépassements, quoi. Au moment où on échange ensemble, il y a une terrible guerre en Palestine. En Ukraine, la guerre continue. Et je passe sur tous ces pays qui voient les forces populistes triompher. Dernière en date est la victoire de Javier Milei aux élections présidentielles en Argentine. Est-ce que vous diriez qu'on est dans une période de sombre temps, de régression politique ? Oui, je crois que c'est assez clair, non ? Je fais des réponses brèves. Non, mais c'est évident. On pourrait y ajouter les Pays-Bas, d'ailleurs. C'est évident. C'est aussi ce qui crée beaucoup d'angoisse pour les années qui viennent. Le problème, si vous voulez, du populisme, c'est qu'il faut bien comprendre, et on en a quelques illustrations, qu'au début, il commence par s'attaquer toujours à la question, justement, migratoire qu'on évoquait l'autre fois, mais qu'une fois qu'il est au pouvoir, ça s'étend beaucoup plus largement. Vous savez, c'est un petit peu la fameuse phrase, pardon, je vais la retourner à ma sauce, mais c'est Frantz Fanon qui disait chaque fois qu'on parle des Juifs, tends l'oreille, on parle de toi. On devrait d'une certaine façon l'appliquer aujourd'hui aux migrants. À chaque fois qu'on parle des migrants, tends l'oreille parce qu'on parle de toi. Et en fait, tout ce qui se dit, qui va de plus en plus loin dans la violence, etc., à l'égard des migrants, permet à des forces populistes d'une certaine façon de l'emporter, puisque finalement tout le champ politique utilise le même vocabulaire, autant aller chercher la force politique qui va le plus loin en la matière. Donc de l'emporter, d'arriver au pouvoir, et une fois au pouvoir, elle ne s'en prend pas simplement aux migrants qui ne sont plus là de toute façon quand elle ferme les frontières, elle s'en prend aussi à la population dont elle grignote petit à petit les droits, les libertés fondamentales, parce que voilà, il n'y a plus d'indépendance de la justice, il n'y a plus d'indépendance des journalistes, il n'y a plus de règles et de normes pour perquisitionner chez vous, pour vous auditionner, etc. Et c'est tout ce qu'on voit en Hongrie, par exemple. Et donc, en fait, en Hongrie, où quasiment ils n'ont plus de migrants, le fait est que la vie au quotidien pour les gens, les Hongrois, a bel et bien été largement détériorée par Orban. Alors c'est vrai que la réalité, on a l'impression qu'elle dépasse toujours l'imagination du meilleur des écrivains, quoi, tellement elle est stupéfiante, quoi. Je sais que vous refusez de céder au discours catastrophiste, etc. Mais comment en fait ne pas se sentir dans un état d'accablement aujourd'hui ? Alors je vous mentirais si je vous disais que je nageais dans la joie et la gaieté au quotidien. Je suis beaucoup trop préoccupée pour ça. Et je suis y compris préoccupée parce que je vois d'autres sujets de préoccupation. Il se trouve que je discute pas mal en ce moment avec des militaires, par exemple, et qui me donnent à voir à quel point eux, notamment ceux de la marine, ce qui les inquiète, c'est l'augmentation du narcotrafic, qui visiblement est la principale menace, qui est déjà là d'ailleurs, pas seulement pour les années à venir, mais qui fait peser sur nous l'équivalent de ce qu'on a vu aux États-Unis avec le fentanyl. Vous voyez, ces populations complètement zombisées par des produits totalement addictifs, etc. Et donc, voilà, quand des experts, des spécialistes vous disent, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est vraiment par cargo entier arrivant d'États qui se sont transformés en narcotrafiquants. La Syrie, par exemple, est devenue un État narcotrafiquant. Eh bien, c'est ça qui nous préoccupe. On se dit que notre débat public, pour revenir à notre débat public, non seulement il est complètement à côté de ses pompes, il est médiocre, il se cherche des ennemis en la personne de pauvres R qui fuient des persécutions et des violences, mais en plus, il nous empêche de réfléchir sur les vrais problèmes. Plutôt que le grand remplacement dont ils parlent, eux, moi j'ai un vrai problème par exemple avec ces sujets de narcotrafic, j'ai un problème avec tout ce qui concerne les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on va faire face finalement à l'impossibilité structurelle de faire vivre, fonctionner une démocratie qui passe par de l'information fiable avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, ça pour moi, c'est un vrai sujet de réflexion qui manque dans le débat public et qui est aussi un peu source d'anxiété. Donc, comment est-ce qu'on reste engagé malgré tout, en pensant peut-être à la génération qui vient, à nos enfants, et en se disant qu'on n'a quand même pas envie de les laisser avec, pardonnez-moi l'expression, mais toute cette merde à gérer eux-mêmes.
Parce que moi, ce qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est à quel point, parmi les adultes, entre guillemets, que nous sommes, et notamment dans le champ politique ou médiatique, ils sont nombreux à dire, s'agissant du changement climatique, mais c'est pas grave, la nouvelle génération, elle est super éveillée sur ces sujets-là, donc elle va bien le saisir. Du coup, on a créé des échos anxieux terribles, qui veulent plus faire d'enfants, qui souffrent dans leur chair de ce changement climatique, en leur laissant penser que c'était à eux de le résoudre. En fait, non, c'est aux adultes de le résoudre. Donc, moi, j'ai pas envie de laisser à la jeune génération tous les sujets dont on vient de parler. Donc, c'est ça qui pousse à s'engager, c'est qu'on se dit, c'est maintenant. C'est vrai, on va reparler de la jeunesse tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment un peu d'un destin d'impasse. Et peut-être que ce qui est en train de se développer, c'est le sentiment que le monde est vraiment hors de portée, que les voies même institutionnelles classiques sont globalement désaffectées parce qu'il y a assez peu de personnes qui croient que ça aboutirait à des transformations substantielles de la société. J'ai un peu l'impression qu'on assiste en fait à un rapport d'incommunication radicale en fait avec les pouvoirs. Je prends l'exemple écologique. Les diagnostics chaque jour sont plus précis et nous alertent sur le drame qui est déjà présent et qui est à venir, sur la catastrophe qui n'est pas à venir, qui est déjà là en fait. Et en même temps, en fait, on a une réponse totalement désinvolte, totalement à côté finalement des enjeux que nous sommes en train de vivre. Ouais, du coup, en fait, à l'anxiété provoquée par le changement climatique lui-même se rajoute cette autre anxiété qui est en effet de l'incommunicabilité. Je pense qu'il faut mieux choisir ses dirigeants, en fait. Alors, on va parler des institutions, parce que vous avez choisi quand même la voie des institutions. Vous êtes resté fidèle au Parti socialiste, un parti qui s'est effondré ces dernières années. Qu'est-ce qui a foiré au PS et pourquoi vous avez décidé de continuer? Je pense que les partis politiques, de manière générale, ont foiré, comme vous dites, parce que d'abord, petit à petit, ils n'ont plus respecté ce pourquoi ils avaient été conçus, parce que c'est pas possible de n'être conçu que pour désigner des candidats, en fait. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas comme ça. Donc, normalement, on est conçu pour porter des valeurs, faire vivre un débat, former pas simplement ses militants, mais former plus généralement une opinion publique. Donc, la question, c'est est-ce que les partis politiques continuaient de faire tout ça? Au lieu de quoi, dans nombre d'entre eux, et c'est particulièrement vrai du Parti socialiste, malheureusement, les haines recuites entre les uns et les autres ont justement donné l'impression qu'on était aux antipodes des valeurs qu'on prenait, puisque si on n'était pas capable de se montrer respectueux les uns avec les autres, d'être fidèles, de ne pas se planter des poignards dans le dos à la première occasion, etc., comment est-ce qu'on pouvait obtenir la confiance des Français? Donc bref, le Parti socialiste a souffert de tout ce que je viens de dire, d'autres partis en ont souffert, et je pense que l'aventure de la Macronie à partir de 2017 a définitivement mis en terre un certain nombre de ces formations politiques telles qu'elles fonctionnaient. Mais ça ne veut pas dire pour autant que on n'en a pas besoin. Et vraiment, moi, il m'arrive souvent d'intervenir dans des formations destinées à des gens qui veulent faire de la politique, etc. Et je constate que beaucoup d'entre eux disent « Moi, je voudrais bien me présenter à des élections législatives ou autres, mais j'irai sans parti, je préfère être indépendant, etc. » Et systématiquement, je leur dis « C'est une erreur, en fait. Vous ne gagnerez pas, vous vous épuiserez. C'est complètement usant. Mener une campagne sans militants, sans moyens financiers. Le problème, c'est que Emmanuel Macron a donné ce sentiment en 2017 qu'on pouvait sortir de nulle part. D'abord, il sortait évidemment pas de nulle part. Il ne manquait évidemment pas de soutien financier, etc., etc. Mais tout ça, c'est un storytelling complètement faux. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si votre intention est d'exercer des responsabilités politiques demain, mon conseil, c'est évidemment de passer par un parti politique. Choisissez celui avec lequel vous avez le moins de mal, car vous ne trouverez jamais celui qui correspond le mieux à vos aspirations, le moins de mal, et allez-y en emmenant 10 potes avec vous et changez-le de l'intérieur. C'est ça, en fait, parce que sinon, c'est des belles histoires qu'on se raconte et pendant ce temps-là, le système continue de tourner au profit de certains. Et voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je reste dans un parti, dans le Parti socialiste. Je pense que c'est un parti qui a une histoire quand même très, très longue et qu'il ne faut pas le résumer à 10 ans. Enfin, il faut espérer qu'il ait aussi un avenir très, très long. Alors, évidemment, si d'un côté, une forme de désaffection d'un certain nombre d'institutions, la montée de ce qu'on pourrait appeler de forme de radicalité, et d'ailleurs, dans votre livre de 2017, vous expliquez que la radicalité vous inquiète. J'ai aussi l'impression qu'il y a des périodes historiques où la radicalité est nécessaire. Si par exemple, aujourd'hui, il n'y avait pas eu les radicalités féministes, les radicalités écologistes ou décoloniales, pour ne citer qu'elles, on ne pensait pas que les progrès en la matière auraient été moindres. Une période peut avoir besoin que des radicalités sont désirables. Je ne crois pas avoir jamais écrit que j'étais opposée à la radicalité. Moi, je pense qu'on en a besoin. En revanche, je m'exprimais sans doute à ce moment-là comme responsable politique. Et c'est vrai que moi, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de complémentarité. Vous voyez, par exemple, si on reprend la question du féminisme, je pense que pour faire progresser la société sur le plan de l'égalité
entre les femmes et les hommes. On a besoin tout à la fois d'une radicalité qui vient plutôt du monde de l'activisme, voilà, et on en a de nombreux exemples, j'ai pas besoin de vous les donner, mais aussi d'un effort qui fasse exister ce féminisme dans les institutions et qui ne peut pas se manifester de la même façon que les activistes qui, je sais pas moi, découvrent leur sein à l'extérieur, etc. Quand vous voulez faire progresser le féminisme institutionnel, vous allez devoir jouer sur d'autres créneaux que sont l'organisation administrative, le fait d'avoir des spécialistes du sujet, de faire des études d'impact pour s'assurer que les lois ne desservent pas les femmes au détriment des hommes, des choses comme ça. Donc on est sur une autre grammaire en fait. Vraiment, c'est une question de grammaire. Donc pour moi, la radicalité, c'est un type de grammaire qui vient compléter de façon très utile une grammaire plus institutionnelle, peut-être plus consensuelle en façade, parce qu'en vérité, c'est pas du tout si consensuel que ça. Et toute cette période où j'ai exercé des responsabilités, c'est vrai que j'étais plutôt dans ce mode-là, dans ce rôle-là. Mais aujourd'hui, d'une certaine façon, dans ce que je fais chez France Terre d'Asile ou même chez One, j'ai plutôt l'impression d'être dans le mode activiste avec une radicalité, sachant que la radicalité, c'est pas forcément la violence. Vous n'allez pas me trouver en train de... Voilà, mais la radicalité, c'est peut-être plus facile à exercer quand on est en dehors du pouvoir que quand on est dedans. Parce qu'en dehors du pouvoir, on peut d'une certaine façon poursuivre avec force le sujet, l'enjeu, l'intérêt qu'on défend à ce moment-là, sans avoir l'ensemble des contraintes qu'on a quand on est au pouvoir. Quand on est au pouvoir, on a quand même un certain nombre de contraintes, et pas que budgétaires, mais aussi tout simplement de gérer une opinion publique et une population qui est diverse. Donc, tout le monde ne va pas dans le même sens. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un peu ce qui est en train de manifester, en fait, cette radicalité qui s'exprime un petit peu partout dans nos rues, mais qui est aussi dans un certain nombre de phénomènes, quoi. Et il ne s'agit pas d'en faire l'éloge, quoi, mais j'y vois aussi, en fait, des mouvements d'impatience, des mouvements d'impatience ou de tentatives, en fait, de reprendre prise dans le monde, quoi. C'est-à-dire, il s'agit de faire sécession avec ces oppressions banalisées. Il s'agit en fait de faire du monde une véritable préoccupation. C'est-à-dire que toute cette turbulence qui nous traverse, mais alors on peut parler des gilets jaunes, on peut parler des activistes écologistes, on peut parler des activistes féministes, etc. Chaque fois, en fait, on a un désir très vif d'habiter le monde autrement. Oui, et moi je ne rêve que d'une chose, c'est de la convergence de tout ça, parce que en fait ça nous fait, enfin c'est une déperdition d'énergie d'une certaine façon. Moi j'ai vu par exemple nombre de jeunes femmes notamment qui auparavant seraient venues militer dans des partis politiques, pourquoi pas au Parti Socialiste, peu importe, ou ailleurs, mais en tout cas qui seraient spontanément venues là, qui devant justement l'affaiblissement considérable des partis politiques dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, ont reporté leur énergie et leur activisme sur des causes qui, à ce moment-là, se prêtaient mieux, disons, à élever la voix très fort, en l'occurrence le féminisme. Je trouve ça bien, parce que je trouve qu'on a besoin d'activistes féministes. Mais je fais plusieurs constats. D'abord, je trouve qu'on y perd quand même un petit peu en termes d'élargissement, on va dire, des champs de réflexion, des champs de mobilisation, etc. Et deuxièmement, que quand ces personnes, ces individus, du coup, se concentrent à ce point sur un seul sujet, qu'elles vont travailler à fond, sur lequel elles vont vraiment déployer beaucoup d'énergie et d'activisme, elles deviennent aussi des cibles, parce que, en fait, l'activisme aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ciblé, et donc elles s'en prennent plein la tête et elles se sentent relativement seules, parce que justement, n'appartenant pas à une famille politique, etc., qui pourrait les soutenir, ou parfois on pourrait avoir des sas de respiration, parfois parler de tel sujet, mais puis parfois parler d'un tel autre, éviter de se faire caricaturer en permanence, en wokiste ou que sais-je, parce que comme on va avoir plusieurs sujets d'expression, sur certains on va apparaître plus central que sur d'autres où on est plus radical, etc., etc. Cette chose-là n'existe pas, parce que les gens se sont spécialisés dans des causes, des combats. Alors ce que je dis sur le féminisme, vous pourriez le transposer sur l'écologie, c'est la même chose, et pas une vision de société générale. Et ça, c'est l'affaiblissement des partis politiques qui a contribué beaucoup, et je pense que en fait, c'est pas très sain. Je pense que c'est un problème. Moi, je connais nombre d'activistes, comme celle que je viens d'évoquer, qui sont en mode burn-out, total burn-out devant la violence de ce qu'elles se prennent, solitude extrême, qui finissent par finalement se mettre en mode avion, quitter les réseaux, quitter les plateaux télé, tout ça. Elles disent pour un certain temps parce que c'est trop dur pour moi, mes enfants, etc. Sauf qu'à chaque fois, on perd une ressource précieuse.
au-delà de leur sort à elles, qui est problématique. On perd une ressource vocale précieuse, qui avait de l'expérience, de l'éloquence et tout ça, et donc il faut tout recommencer à zéro. Je suis un peu longue, mais ce que je décris là, c'est un fonctionnement de l'activisme qui est problématique et qui est lié non pas à ces personnes qui, genre, auraient fait les mauvais choix, mais au fait que les partis politiques ont déserté un champ qui devrait être le leur et dans lequel on rassemble, on converge, on fait converger toutes ces mobilisations-là. Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que ces radicalités, elles s'extériorisent, elles s'expriment. Par contre, en fait, elles sont globalement disqualifiées, très souvent, immédiatement, mais surtout absolument inécoutées. Si on regarde ces dernières années, toutes ces plaintes sociales qui se sont exprimées dans différents mouvements, alors évidemment, le mouvement des Gilets jaunes, mais pas seulement, dans la suite de la mort de Naël, par exemple, on a eu 2005, on a 2023. J'ai l'impression qu'en fait, absolument rien n'a changé depuis. La seule chose qui préoccupe un peu le pouvoir, c'est de gérer la population, qu'elle ne déborde pas, quoi. Et pourtant, en fait, on sait très bien qu'il y a plein d'énergies qui sont bouillonnantes et qui sont prêtes à déborder, quoi. Comment, en fait, finalement, au fond, ces radicalités, elles sont toujours promises à un avenir encore plus important, étant donné ce rapport un peu encore une fois, d'incommunicabilité avec le pouvoir. Ça me paraît assez clair, non ? Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est quand même frappant, en fait, notamment en évoquant la mort de Naël. C'est quand même frappant de se rendre compte que, d'abord, on a mis un temps fou à sembler apporter une réponse qui n'en est pas une, mais surtout à quel point, au moment où la rue, j'allais dire la rue, mais en fait, c'est plutôt certaines rues, en l'occurrence, s'embrasent après la mort de Naël, le discours public et politique est sur l'unique thème du retour à l'ordre, des incivilités, du scandale que c'est que ces parents qui ne maîtrisent pas leurs enfants, etc. Et jamais on ne se pose la question de répondre au message qui est envoyé. C'est quand même assez incroyable. Alors, non pas qu'on va clôturer sur ce point-là le sujet, bien sûr, mais je pense qu'il y a aussi, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas simplement d'être dans cette déploration, il y a aussi de penser aux rêves de nos époques. Enfin, chaque époque a ses rêves. Alors là, je vais pas être très joyeux parce que j'ai l'impression que l'époque qui est la nôtre, c'est précisément le seul rêve qui serait un petit peu commun, il est un peu cauchemardesque, hein. C'est comment, en fait, survivre à l'effondrement, quoi. Comment se préparer, enfin, presque, on serait quasiment tous en train de se tenir la main, en train de se dire, voilà, comment on s'y prend, en fait, de faire cette expérience de l'effondrement, quoi. Vous voyez d'autres rêves, vous, de l'époque, qui vous portent un peu et que vous diriez qu'ils sont un peu partagés? Alors, je suis désolée parce que je sais pas ce que vous allez penser de moi, parce que d'habitude, je n'aime pas du tout les nostalgiques d'antan, les gens qui vous disent c'était toujours mieux avant, mais je crois que je suis en train de devenir moi-même comme ça. Mais je suis en train de me dire, mais c'est dingue parce que, par exemple, il y a eu toute une période de ma vie où j'étais férue de littérature de science-fiction. Et donc, du coup, j'aimais beaucoup cette idée que potentiellement, un jour, on irait tout simplement s'installer sur une autre planète. Vous voyez, des choses comme ça. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. En fait, il n'y a plus grand-chose qui nous fasse rêver. Et il n'y a plus grand-chose qui apparaisse à la fois comme une réponse aux terribles crises qu'on va être amené à vivre et qui soit enchanteur et en effet qui soit un vrai projet de société. Donc, j'ai l'impression que finalement, la seule chose qui puisse faire rêver, c'est plutôt de trouver les moyens de réparer ce qu'on a, en fait. C'est pas de chercher un ailleurs, c'est de trouver d'autres modes de fonctionnement qui nous permettent de rester là où on est. J'évoquais tout à l'heure les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc. Il faut dire quand même que ces dernières années nous ont fait déchanter quand même par rapport à tous ces outils, parce que moi je suis plutôt, à la base j'étais plutôt une, comment on appelle ça, une technophile ou quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, j'étais pas sceptique par rapport à la technologie. Je pensais que ça pouvait permettre beaucoup de progrès, et ça en permet encore. Mais en même temps, dès lors que toutes ces technologies se sont mises clairement à s'attaquer au cerveau, et de nos enfants en l'occurrence, j'ai un peu basculé et donc du coup maintenant je me dis finalement c'est notre capacité à réguler, c'est-à-dire à la fois sur la question du changement climatique, à vivre d'une façon plus sobre qui permette de réparer la planète, sur la question des nouvelles technologies à réguler, et même moi j'en viens petit à petit à me dire on devrait rationner le nombre de gigas utilisés par chaque individu tous les jours sur Internet, par exemple. Alors, vous allez me dire, mais mon Dieu, mais vous êtes autoritariste à la chinoise. Peut-être pas exactement comme ils le font, évidemment, dans un modèle plus démocratique, mais pourquoi pas, en fait, compte tenu des méfaits. Voilà, donc la régulation, finalement, c'est peut-être ce qui laisse le plus d'espoir. Et là, je vous vois me regarder perplexe en vous disant, donc, votre rêve, c'est la régulation. Et voilà, c'est ça. Cherchez la poésie.
Si bien sûr je pose la question des rêves, c'est parce que les rêves, c'est ce qui nourrit l'imagination. Et donc si on peine à rêver, évidemment, c'est aussi notre imagination politique qui en fait défaut. Et c'est un véritable drame, quoi. Alors heureusement, on a la littérature qui continue à nous faire rêver. Et vous m'avez fait découvrir d'ailleurs un livre très connu, mais que je n'avais pas lu avant que vous me le conseilliez, Albert Cohen, Belle du Seigneur. Et vous avez choisi deux passages. Alors, c'est l'histoire d'un diplomate qui tombe amoureux d'une jeune femme mariée à un employé de la Société des Nations, parfaitement ennuyeux, etc. Et donc, on a sectionné des passages et je vais vous laisser les lire si vous êtes d'accord. Ô merveille de t'aimer, lui dit-il. Quand pour la première fois osa-t-elle demander? À la réception brésilienne, murmura-t-il. Pour la première fois vue et aussitôt aimée. Noble parmi les ignobles apparus. Toi et moi et nul autre, en la cohue des réussisseurs et des avides d'importance. Nous deux, seuls exilés. Toi seul comme moi, et comme moi triste et de mépris ne parlant à personne. Seul ami de toi-même. Et au premier battement de tes paupières, je t'ai connu. C'était toi, l'inattendu et l'attendu, aussitôt élu en ce soir de destin, élu au premier battement des longs cils recourbés. Toi, Boukhara divine, heureuse Samarcande, broderie au dessin délicat, ô jardin sur l'autre rive. Comme c'est beau, dit-elle. Personne au monde n'a jamais parlé ainsi, dit-elle. Les mêmes mots que le vieux, pensa-t-il. Et il lui sourit, et elle adora son sourire. Les autres mettent des semaines pour arriver à aimer, et à aimer peu, et il leur faut des entretiens, et des goûts communs, et des cristallisations. Moi, ce fut le temps d'un battement de paupières. Dis-moi fou, mais crois-moi. Un battement de tes paupières, et tu me regardas sans me voir, et ce fut la gloire et le printemps, et le soleil et la mer tiède, et ma jeunesse revenue, et le monde était né. Et je sus que personne avant toi, ni Adrienne, ni Aude, ni Isolde, ni les autres de ma splendeur et jeunesse, toutes de toi annonciatrices et servantes. Oui, personne avant toi, personne après toi. Je le jure sur la sainte loi que je baise lorsque solennelle à la synagogue devant moi elle passe, d'ors et de velours vêtue, 5 commandements de ce Dieu en qui je ne crois pas, mais que je révère. Follement fier de mon Dieu, Dieu d'Israël, et je frissonne en mes os lorsque j'entends son nom et ses paroles. C'est beau, hein? C'est magnifique. Oui, c'est mon roman préféré, clairement, de tout temps. Vous l'avez lu à 15 ans, c'est ça? Ouais, je l'ai lu très jeune, mais je l'ai lu. En effet, je pense que c'était vers 15 ans, mais je l'ai relu par la suite parce que j'en étais vraiment dingue et il m'est arrivé d'en connaître, c'est plus le cas aujourd'hui, mais d'en connaître des pages entières par cœur. Parce que l'écriture d'Albert Cohen, vous avez vu comme elle est ciselée, il y a de tout. Il y a évidemment de la poésie, il y a un lyrisme de folie dans cette écriture, mais il y a aussi beaucoup d'humour. C'est souvent narquois. Il y a une forme d'humour aussi désenchanté. Ça décrit une période, vous avez évoqué le personnage d'Adrien, donc le mari d'Ariane, celui qu'elle va quitter pour Solal, qui est haut fonctionnaire à la Société des Nations. Mon Dieu, mais il faut voir comme c'est truculent les descriptions de ce monde des hauts fonctionnaires de cette institution internationale de l'époque, qui rangent leurs dossiers dans un ordre différent tous les jours pour avoir l'impression d'avancer sur quelque chose et en fait qui ne font pas grand-chose. Enfin, tout est absolument passionnant dans ce livre. Voilà. Donc c'est clairement mon livre préféré. Alors, on arrive dans la dernière séquence de notre podcast et je voudrais qu'on parle de la jeunesse. On a déjà un peu parlé, en tout cas elle est en filigrane de nos échanges. Il y a une chose stupéfiante, c'est la généralisation du mal-être, de la souffrance chez les jeunes. Une récente étude de la Fondation de France indiquait que d'une manière générale, depuis début 2021, une augmentation des passages aux urgences pour gestes suicidaires, idées suicidaires et troubles de l'humeur chez les 11-17 ans. En particulier chez les jeunes femmes, on noterait alors une augmentation de 22% des gestes suicidaires. Alors vous qui avez été ministre de l'Éducation nationale et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, que vous importent ces chiffres? La responsabilité de n'importe quelle société, c'est de prendre soin de sa jeunesse, quoi. Si elle ne prend pas soin de sa jeunesse, elle est vraiment en train de s'auto-liquider, quoi, de sa beauté, quoi. Ouais, non, mais c'est extrêmement problématique. Moi, j'aurais bien aimé qu'au lendemain du Covid, en tout cas au retour des élèves dans leurs établissements scolaires, qui est arrivé assez tôt, de mémoire, ça devait être en mai 2020, on puisse au moins prendre acte de cette situation en instaurant une visite médicale entre guillemets systématique pour chaque élève dans l'établissement scolaire pour vérifier comment il allait. De façon très empirique, je le constate autour de moi, il y a un nombre de familles qui ont été plus que perturbées par cette affaire de dégradation de la santé mentale des enfants qui est hallucinant. Et des enfants, des adolescents, etc., qui ne s'en sont toujours pas remis aujourd'hui parce que malheureusement, les choses s'aggravent aussi avec le temps. Donc je pense que
que dans notre pays, la question de la psychiatrie, de la psychologie a rarement été prise au sérieux et que, en fait, il est temps maintenant d'y apporter des réponses. Ouais. Alors, en même temps, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quand même des formes de mépris sur ce qui est en train d'arriver. En même temps, on a une jeunesse qui se lève aussi un peu partout, quoi, qui reprend en tout cas le terrain du politique. François Cusset, dans un de ses essais, La haine de l'émancipation, affirmait que la subjectivation des plus jeunes passe avant tout par des questions sexuelles, ethniques, géopolitiques, culturelles et écologiques. La question, c'est un peu celle-ci, c'est comment en fait retrouver la jeunesse sur son terrain et non depuis peut-être les habitudes politiques anciennes, notamment parce que ils ont sans doute un peu désaffecté ces espaces-là. Comment rejoindre en fait la jeunesse sur son terrain politique, parce qu'elle s'exprime énormément ces dernières années. Mais c'est pas parce qu'elle s'exprime qu'elle est écoutée. Hein. Je pense que on parlait tout à l'heure, par exemple, des partis politiques. C'est quand même fascinant pour le coup que les partis politiques n'aient pas du tout pris le tournant de la prise de parole de la jeunesse, parce que en fait, ils fonctionnent encore dans un schéma qui était celui que j'ai connu dans mon enfance. Dans mon enfance, par exemple, dans ma famille, et je pense que ça correspond aux expériences de beaucoup de gens, à table, les enfants ne prenaient pas la parole, c'était évidemment les adultes qui parlaient, les enfants ne sont pas sollicités pour avoir un avis, il faut simplement écouter ce que les adultes ont à dire, etc. Tout ce monde-là a totalement changé, en fait, on n'y est plus, c'est un peu comme ce que je disais sur le fait migratoire tout à l'heure, il y a vraiment des changements de logiciels, on n'est plus dans le même monde. Eh bien, ce rapport, cette place des enfants, des adolescents, des jeunes dans notre vie, le fait qu'on les ait incités au contraire à avoir maintenant une pensée autonome, à l'exprimer, je parlais de jeunisme tout à l'heure, on applaudit, on dit c'est bien quand même. Ça n'est pas pris en considération quand il s'agit du fonctionnement des institutions, du fonctionnement du débat politique, etc. Et notamment, les partis politiques ne réservent pas d'écoute particulière à cette jeunesse-là. Et donc, ne lui offrent pas de sas pour à la fois s'exprimer, mais faire ses armes, d'une certaine façon. Parce qu'il ne suffit pas de s'exprimer. Je pense qu'on a quand même des outils, des codes, des choses qui doivent nourrir la parole de la jeunesse et lui permettre de prendre aussi plus d'ampleur. Parce qu'à cet âge-là, on a pas la fameuse maturité que j'évoquais tout à l'heure, et c'est pas du tout méprisant ce que je dis, nous-mêmes c'était pareil. Donc on a quand même besoin d'être un peu accompagné d'une forme d'historicité, donc à la fois être écouté, mais être pris au sérieux dans le sens armé pour faire face au monde. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Quand je dis dans les partis politiques, c'est aussi dans l'État, dans les collectivités locales, dans les institutions. Enfin, c'est ce que j'allais dire, c'est que cette jeunesse, elle n'est pas prise au sérieux. Et on voit que j'ai l'impression qu'il y a une grande séparation, même presque générationnelle, qui est en train de se créer. En tout cas, si on regarde les élections, c'est un peu le cas. C'est-à-dire, d'un côté, en fait, une forme de culpabilisation sociale permanente à travers le wokisme, l'accusation de wokisme qui, plus ni moins, alimente en fait cette espèce de grande panique morale. Et puis de l'autre, une jeunesse qui conteste vigoureusement, vraiment vigoureusement, ces racismes ordinaires, ces violences sexistes, ces politiques néocoloniales, etc. A l'impression, en fait, que le pouvoir aujourd'hui, peut-être, alors qu'il a vraiment beaucoup d'éléments pour le faire, n'arrive pas à lire sa propre société, n'arrive pas à se réfléchir. Parce que le problème qu'on est en train de vivre, c'est une société qui n'arrive pas à se penser. C'est vrai ce que vous dites. Vous vous souvenez, l'autre fois, je parlais de macartisme, quand je disais la médiocrité du débat public, etc. L'une des choses qui me saute aux yeux, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, on met des fatwas sur les gens, on les exclut quand on n'est pas d'accord avec eux, etc. Eh bien, clairement, le wokisme, entre guillemets, est devenu le levier le plus évident aujourd'hui pour exclure d'office quelqu'un. Et c'est devenu tellement absurde, enfin je veux dire ça l'a toujours été depuis le premier jour de son utilisation, mais le nombre de gens qu'on inclut désormais dans cette accusation est devenu, et de choses qu'on y inclut, est devenu tellement énorme, tellement absurde, et vous avez raison, ça recoupe souvent la jeune génération en fait, l'âge, en fait c'est soit des activistes, soit des jeunes en fait. Donc d'une certaine façon ça en dit long sur l'incapacité de ceux qui profèrent ces types d'exclusion d'office à affronter la façon dont ça résonne dans la jeune génération, tout simplement. Ça veut dire qu'en fait, il n'existe pas de lieu dans lequel il y a une vraie confrontation de tout ça, une vraie écoute. Donc, ça réinterroge à nouveau des cercles institutionnels, politiques, médiatiques, dans lesquels finalement chacun vit sa vie dans son coin, mais les gens se mélangent pas et les générations se mélangent pas. Et comme la télévision n'est plus cette chose qui faisait autrefois du lien, tout le monde regardant le même programme, etc., quel que soit son âge, et bien
j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment pas de solution culturelle, médiatique, spontanée à ça et qu'elle ne peut venir que des institutions. Il faut que les institutions organisent des cercles de rencontres. Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Merci beaucoup pour notre rencontre. Mais alors, une toute dernière question, et on la pose à tous nos invités. Qu'allez-vous faire demain pour continuer à affronter le monde ? Prendre peut-être un peu de repos pour me ressourcer. Non, parce que en fait, tout ça finit par être épuisant. Mais qu'est-ce qu'on fait demain ? Encore une fois, on regarde vers ses enfants et on se dit que c'est pour eux qu'on le fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.